Bonjour à tous, bienvenue dans la 3e capsule d'Écozone, l'émission des élèves en lien avec le club écologique de la cité Édouard Branly, JOS pour la Terre. Environ tous les 2 mois, pour l'instant, nous essayons de mettre en balance 2 sujets liés à l'écologie. Cette année, nous avons déjà exploré 2 sujets et un autre épisode qui comparera les protéines animales et végétales est prévu, même si cela ne sera peut-être qu'en septembre. Aujourd'hui, dans Écozone, nous abordons un sujet qui concerne le rapport de l'homme avec les autres êtres vivants et questionnons la contradiction entre notre instinct prédateur et la nécessité de conservation de la nature et des ressources. Vous êtes dans l'émission Écozone sur Ozonde FM sur le 99.7. Merci à toute l'équipe, le technicien, les journalistes qui cherchent les infos et écrivent les textes. Et merci à Bastien qui arrange le son et publie les émissions. Tout de suite, le sommaire. Tout d'abord, nous vous donnerons quelques chiffres et faits établis concernant la chasse et la pêche. Ensuite, dans le comparatif, nous essaierons de savoir lequel de ces modes de survie ou de prédation, selon le cas, a les impacts les plus positifs ou les plus négatifs sur l'environnement. Puis, dans le clin d'œil culture, nous évoquerons quelques livres, jeux, films, etc. pour vous informer, apprendre ou vous divertir sur ce sujet. Après cela, ce sera la minute des réseaux. Enfin, dans la Minute Branly, notre dernière et nouvelle rubrique, nous évoquerons les actions pour l'environnement ou en rapport avec les ODD, les objectifs de développement durable de la MDL, la Maison des lycéens. Dans l'imaginaire collectif, les gens imaginent la pêche et la chasse comme des passe-temps qui n'ont pas beaucoup de conséquences. La réalité est très différente. Tout d'abord, voyons la chasse. On sait que certaines espèces emblématiques, telles que le dodo, ont dû leur disparition à la chasse, mais qu'en est-il du XXIe siècle, maintenant que nous savons la portée qu'elle peut avoir sur les espèces? Nous parlerons particulièrement de la France. Le journal 20 minutes publia un article en septembre 2020 qui résumait la situation en France. Le nombre d'espèces chassables est supérieur aux autres pays de l'Union européenne, parmi lesquels plusieurs sont en mauvais état de conservation. La chasse est une activité solidement ancrée en France, ce qui joue sans doute dans le manque de données scientifiques. On se demande donc sur quoi s'appuient les quotas de chasse et certains classements. Selon l'ONF, l'Office national des forêts, en métropole française, la chasse se pratique sur 1,75 million d'hectares de forêt domaniale, soit 11% de la forêt. Sa pratique permettrait de réguler l'équilibre forêt-gibier, présent en trop grand nombre les cerfs, chevreuils ou sangliers compromettent la régénération naturelle de la flore. L'ONF est placée sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. 2000 agents de la protection des forêts sont déployés pour faire respecter la loi et la chasse de la nature, ce qui n'est pas tellement finalement étant donné le nombre de chasseurs. Pourtant, selon le site Oui Demain, la France arrive en tête des pays d'Europe au nombre d'espèces chassées, 90, et les chasseurs français tuent plus d'animaux que dans les autres pays européens. Ce nombre ne compte pas les animaux tués pour une trentaine d'espèces, par exemple le lièvre variable, le tétralyre, la marmotte, le mouflon. L'inventaire ne compte pas non plus les animaux détruits, autrement que par une arme à feu, par piège principalement, ni les animaux nuisibles, désormais nommés espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, ESOD, c'est-à-dire les renards, les belettes, les corbeaux, freux, les pies bavardes, les ragondins, étourneaux, martres, fouines, etc. Le droit français dit que ces ESOD, classés en 3 catégories, qui déterminent si leur statut est national ou non, notamment, peuvent être détruits par les particuliers. Et même quand les animaux sont sortis de cette liste, ils restent souvent chassables avec un permis. Ces listes sont fixées tous les 3 ans, mais rencontrent de plus en plus d'oppositions d'associations de protection de la nature, comme par exemple le groupe d'études des mammifères de Lorraine, car les commissions qui décident de ces listes ne respectent pas certaines dispositions prévues par la loi européenne et n'évaluent ni les services rendus aux écosystèmes par ces espèces, ni les impacts de leur destruction sur ceux-ci. La Société française pour l'étude et la protection des mammifères, la SFPEPM, a publié en 2022 un document montrant de manière scientifique que la réputation que l'on fait à plusieurs de ces animaux est injustifiée ou exagérée et a demandé à ce qu'ils soient retirés de la liste des ESOD, notamment parce qu'ils rendent plusieurs services à l'agriculture et aux écosystèmes. Leurs arguments sont soigneusement étayés d'après la BD Mauvaise réputation,
La classification de certains de ces animaux serait même parfois imputable aux seuls intérêts des chasseurs, dont les associations sont très influentes dans les prises de décision des préfets et des ministères. Donnons quelques grandes lignes de l'histoire de la chasse. D'abord, un petit rappel dictionnaire avec le mot synégétique, qui veut dire qui se rapporte à la chasse, surtout avec chien, origine étymologique du mot. Alors, la France est le pays qui, selon Wikipédia, remporte le plus de chasseurs, autour d'1 million. D'après le site viepublique.fr, la chasse n'est plus le privilège des nobles depuis le 4 août 1789. Et il existe un permis instauré depuis 1818. Il est payant et désormais délivré suite à un examen avec une formation sécurité tous les 10 ans. Petite parenthèse concernant l'examen en question. On peut douter de sa qualité car la formation dure entre une demi-journée et une journée. La LPO, ligne de protection des oiseaux, a d'ailleurs déjà relevé, comme on le lit sur le site actu.fr, que les fédérations de chasseurs se trompent régulièrement d'espèces. Des associations, des comités et une fédération nationale synégétique ou de chasse ont été créés. Comme le dit la revue Ça m'intéresse, en avril 2022, l'État commande aux chasseurs qu'ils contribuent à préserver l'habitat du gibier et à réguler ses populations selon un plan de chasse établi par la Fédération nationale de la chasse, FNC, et validé par le préfet. L'Office française de la biodiversité, qui regroupe depuis janvier 2020 l'Agence française par la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a pour mission de conforter la chasse comme élément essentiel de gestion durable de la nature et des territoires. Peut-être que les plus malins d'entre vous l'auront compris, il y a comme pour la pêche un risque de conflit d'intérêts puisque les chasseurs veulent surtout chasser. Cela dit, on ne peut pas chasser comme on veut, où on veut et quand on veut, même s'il est autorisé de chasser sur n'importe quel territoire public. Il y a des règles à respecter et de plus, depuis 1978, la chasse de certains grands animaux est réglementée. D'autre part, certaines espèces sont protégées comme les chats sauvages, la loutre, les hérissons, les écureuils, les castors, les loups, les lynx, les ours, les vipères, aspics, les salamandres noires et toutes les rapaces. On ne peut pas non plus tuer des animaux domestiques. Depuis 2020, selon le site Oreca, les chasseurs doivent aussi placer des panneaux pour prévenir les autres usagers des routes ou des chemins qu'une chasse a lieu. Oui, mais il faudrait qu'on apprenne à lire aux animaux. Ça leur donnerait de meilleures chances de survie. En tout cas, il est interdit de chasser à plusieurs endroits, dans un rayon de 150 mètres autour d'une habitation, sur un terrain qui dispose d'une clôture continue qui entrave le passage du gibier sur un terrain privé de plus de 20 hectares sans l'autorisation du propriétaire et bien sûr dans des réserves de chasse et de faune sauvage instituées par le préfet et dans les réserves de chasse et faune sauvage nationales. Enfin, on ne peut pas chasser sur le terrain d'une ACCA, Association communale de chasse agréée, si les détenteurs du droit de chasse de l'association ont exprimé leur désaccord. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la loi chasse de 2012 a confié à la Fédération nationale des chasseurs FNC un rôle en matière de gestion de la biodiversité, notamment l'information et l'éducation au développement durable, la restauration et la conservation des milieux naturels, faune sauvage et ses habitats, flore, espèces exotiques et espèces protégées. Toutefois, des associations de protection de la nature et des animaux considèrent que les chasseurs régulateurs est un mythe. Elles dénoncent notamment l'élevage d'animaux destinés à la chasse d'espèces menacées ou en mauvais état de conservation. Par exemple, les oiseaux chassés en France sont inscrits sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Certains pratiques de chasse à la glu, interdite en mars 2021, chasse à courre, etc. Il déplore aussi la chasse des propriétés privées, enclos ou parcs de chasse, où cerfs et sangliers se multiplient en nombre, au détriment de la protection de la forêt. Par ailleurs, le site reporter.net commente le livre « Pas de fusil dans la nature » de Pierre Rigaud, qui livre la démonstration implacable que la chasse est une catastrophe environnementale.
Il s'appuie sur une approche scientifique et documentée pour dénoncer notamment l'élimination des animaux dits nuisibles qui ne le sont pas en fait. Les régulations censées garantir un équilibre écologique qui cible certaines espèces en voie de disparition, les réserves naturelles gérées par les chasseurs et le vrai scandale du sanglier. Et oui, et les types de chasse ne manquent pas car il existe plusieurs types de chasse, hormis celle au fusil, au chien courant et à la cour. Selon le journal 20 minutes dans un article le 9 septembre 2020, la chasse à la glu qui concerne les oiseaux, notamment les griffes et les merles, est cruelle et non sélective et c'est pour cela que l'Union européenne l'a interdite. La chasse au collet, comme tout piégeage, est réglementée en France. La pose des pièges doit faire l'objet d'une déclaration en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage. Quant aux fameux pièges à loups, ils sont strictement interdits depuis 35 ans. Il y a la chasse à l'arc ou la chasse au furet qui sont aussi réglementés. Cependant, malgré la réglementation dans les divers pays, il est assez difficile de savoir combien d'animaux sont tués par la chasse dans le monde. D'autant plus que le braconnage, la chasse illégale, est parfois très important. Pour se faire une idée, on sait qu'en France, c'est plus de 22 millions d'animaux par an, sans compter tous les animaux blessés dont un certain nombre meurent sans être trouvés par les chasseurs, ce qui pourrait multiplier le chiffre par 2 au moins. Quand on sait que la biodiversité s'est effondrée de plus de 60% depuis les années 70, on se dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Alors, passons maintenant à la pêche. Concernant la pêche, dans l'émission Osons l'écologie 13, sur le site de la radio ozonde.fr, on apprend que la surpêche est la plus grave menace pour les espèces et les écosystèmes aquatiques, surtout marins, à cause de techniques agressives et de la pêche industrielle, que les Français consomment 2 fois plus de poissons par an qu'en 1970, et que l'augmentation de la population a entraîné des prélèvements toujours plus importants sur la biodiversité naturelle des écosystèmes aquatiques. Selon le site viande.info, un site de L214 qui défend la cause animale, plus de 90 millions de tonnes de poissons sont pêchés chaque année, tués par décompression et suffocation. À ce chiffre énorme, il faut ajouter les prises accessoires, les espèces non voulues par les pêcheurs et qui sont rejetées en mer, souvent mortes ou agonisantes, soit 9 à 36 millions de tonnes. On ne compte même pas en individus. La demande importante, la sophistication des techniques de pêche et le manque de considération pour les écosystèmes et les espèces explique pourquoi 29% des ressources marines sont surexploitées. Selon ce même site, viande.info, la pêche est une forme de chasse et dans les mers, lacs, rivières, etc., on estime que plus de 1000 milliards de poissons sont pêchés chaque année. Selon le site écologie-radical.org, la chasse est interdite depuis une 30aine d'années en Inde et dans tout le sous-continent indien, en Afrique de l'Est et même en Europe, dans le canton de Genève. Il y en a très peu aux Pays-Bas et tous ceux qui ont pu visiter ces pays ont vu qu'aucun déséquilibre ne résultait de l'interdiction de chasser. Cela tend à prouver que la chasse n'est pas nécessaire, ni la pêche dans les endroits où l'élevage existe. Le site Pachmer66 nous informe que les premiers outils datent du Paléolithique. L'hameçon, lui, est apparu au Néolithique 16 000 ans avant notre ère avec la ligne qui est faite de lianes, de racines ou de crins de cheval. Au départ, ce sont des bâtonnets de bois ou d'os, puis ensuite se transforment en crochets en ivoire ou de bois et ensuite de bronze et de fer. Selon Wikipédia, la pêche a 40 000 ans. Plusieurs des principales méthodes de pêche qui existaient quand l'agriculture et la poterie se sont développées sont encore pratiquées aujourd'hui. Les Égyptiens, par exemple, utilisaient des paniers, des filets tissés, des harpons et des crochets au bout des lignes. La pêche est devenue du loisir à partir du 19e siècle. Et en même temps, la pêche vivrière est devenue plus industrielle et on a commencé à constater ses impacts sur l'environnement. En effet, les bateaux étaient de plus en plus nombreux, plus gros et avec des engins de pêche plus perfectionnés. Cela a mené à la création d'organismes scientifiques tels que le Conseil international pour l'exploitation de la mer en 1902 et en France, l'IFREMER en 1918, dont on a déjà parlé dans l'émission précédente. Comme la chasse, elle est réglementée, y compris pour les particuliers, et on ne peut pas pêcher en eau douce sans permis. Certaines pêches
sont interdites même avec un permis, la pêche au vif, aux poissons morts ou artificiels, à la cuillère et autres leurres, les pêches au lard, carcasse ou encornées. Seule la pêche aux appâts naturels, teignes, vers, etc., et mouches, nymphes, sèches et émergentes uniquement est autorisée. Les lois sur la pêche ont commencé à être plus codifiées à partir de 1958 et il fallait le faire car le nombre de bateaux de pêche a plus que doublé en 50 ans. Et le nombre de poissons pêchés est passé d'environ 22,5 millions de tonnes en 1950 à plus de 90 millions de tonnes de nos jours. Par ailleurs, la pêche tue aussi des millions d'animaux marins, plus ou moins gros, en raison de la persistance dans l'environnement des filets de pêche dits fantômes. Toujours selon Pechmer 66, l'invention du nylon par Dupont de Nemours en 1942 qui a servi à fabriquer les filets, après les années 50 a révolutionné la pêche et permis de fabriquer des filets plus solides. Mais malheureusement, ils ont plus d'impact sur les espèces et l'écosystème que les filets en coton, en lin, chanvre et sisal, jusqu'alors utilisés comme le dit le site de Ifremer. Moi, ce que je demande, c'est comment choisir le poisson ou autre animal vivant dans l'eau que l'on veut manger si on veut diminuer son impact sur l'environnement. Alors, il y a divers types de pêche qui impactent plus ou moins l'environnement. Voici les principaux types de pêche avec des bateaux ou engins. La pêche au chalut est la technique la plus connue et la plus répandue. Les chaluts sont de grands filets en forme d'entonnoir traînés dans la mer par un ou deux navires. Selon un article sur le site de Le Monde de janvier 2022, la pire des techniques de pêche est le chalutage des fonds marins, qui consiste à racler le plancher océanique avec de lourds engins, en capturant les espèces sans distinction, ou presque, et en plus, elle consomme énormément de carburant. Les associations Oceana, Seas at Risk, Our Fish, Environmental Justice Foundation et d'autres disent que c'est, je cite, la plus néfaste à l'environnement et au climat. Il faut noter toutefois que les rejets, donc les rejets de prise accessoires, donc ceux qu'on ne veut pas, sont désormais interdits. Reste à savoir si tous les chalutiers la respectent, cette interdiction, en fonction des autres contraintes, pays par pays. D'autant que, comme le dit le site de l'Ifremer, il est difficile de contrôler les infractions en mer. Il y a encore la pêche à la drague avec des sortes de poches munies de dents en métal tirées par un navire, qui raclent le fond marin en faisant sortir les espèces enfouies. Les dragues sont principalement utilisées pour la pêche aux coquillages comme la palourde ou la coquille Saint-Jacques. C'est aussi une pêche très destructrice. La pêche à la senne est assez semblable à la pêche au chalut. La différence se situe au niveau du filet qui se compose de deux grands câbles attachés à chaque extrémité de l'ouverture. L'objectif est de regrouper le poisson et de l'amener vers les filets. Cette technique permet de pêcher des espèces telles que le rouget, le bar, le calmar, la seigne ou le merlan. Certains pêcheurs l'utilisent avec des sonars pour repérer les bandes de poissons qui les intéressent, ce qui permet de beaucoup diminuer le pourcentage de prise accessoire. Oui, toutefois la scène démersale, où le filet repose au fond de l'eau et où on utilise des vibrations pour effrayer et faire remonter les poissons, est dévastatrice pour l'environnement et contestée par plusieurs associations de pêcheurs. Selon Novetic, en octobre 2022, là où le chalut classique racle une largeur d'une centaine de mètres, le câble du seineur ratisse une surface moyenne de 3 km². En une seule journée de pêche, 5 navires seineurs peuvent ainsi ratisser l'équivalent de la superficie de Paris, épuisant les ressources évidemment. Et pour l'Union européenne, eh bien, ce n'est toujours pas interdit. Heureusement, comme la pêche électrique, qui est désormais interdite, des régions telles que l'Aquitaine ou la Bretagne l'ont tout de même interdite. Autrement dit, pour l'impact écologique, tout dépend de quelle pêche à la Seine et de la taille des filets et de la gestion des pêcheurs qui l'utilisent. La pêche au casier ou nasse. Cette technique est spécifique à la capture des crustacés et des mollusques comme l'araignée de mer, le tourteau ou le homard. Un casier piège avec un appât à l'intérieur est posé sur le fond marin. Quand la proie entre dans le piège, l'ouverture se referme et l'animal est pris au piège. Le casier est ensuite remonté.
Ce n'est pas la pire, mais elle peut avoir un impact sur d'autres crustacés, plus petits notamment, et sur les fonds marins. Cependant, des projets d'innovation sur les matériaux et la façon d'installer des nasses à poissons, de manière flottante par exemple, pourraient diminuer son impact écologique. Peut-être avez-vous entendu parler de la palangre. Selon bloomassociation.org, la palangre est jusqu'à 1719 fois plus moins destructrice que le chalutage profond. Mais quand il n'y a pas de chalutier qui rejette des poissons, et comme les prises accessoires sont normalement interdites depuis 2019, cela attire beaucoup d'oiseaux marins qui sont attrapés par les hameçons. Et il y a beaucoup d'autres prises accessoires comparées à la Seine quand celle-ci est raisonnée. Le Scooby-Doo et le peigne à laminaire sont destinés à la pêche des algues. On pourrait se dire que cela n'est pas comme les autres pêches et que cela n'a pas d'impact. Mais en fait, ces algues forment des sortes de forêts sous-marins qui ont, selon le Telegram.fr, un rôle essentiel au maintien de la biodiversité et sont un refuge pour de nombreuses espèces. Enfin, la pêche à pied et des coquillages est autorisée toute l'année sauf à certains endroits et les réglementations diffèrent selon les régions, voire les communes. Il faut se renseigner sur place pour respecter l'environnement et éviter les amendes. Les quantités et tailles des espèces pêchées sont réglementées aussi, voire sur le site de l'Office français de la biodiversité. Essayons de dresser un bilan. Nous avons évoqué, lors de la dernière émission, la capsule 1 d'Ecozones, le fort impact de la pêche sur l'océan et le climat. Plus de 160 millions de tonnes de CO2 sont rejetées dans l'atmosphère de par l'utilisation des bateaux et du conditionnement dû à la pêche. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il faudrait prélever moins, car donner la priorité à des techniques de pêche plus respectueuses de l'environnement et des espèces n'est pas facile, tant les pratiques actuelles ont un impact important. Il faut peut-être traquer les labels de pêche durable, notamment, et être respectueux et économe si on pêche soi-même. La chasse, quant à elle, a provoqué des déséquilibres, y compris en France. Et si les fédérations actuelles disent faire de la régulation et qu'il y a moins de chasseurs que dans les années 70, ils ne semblent pas vraiment être les premiers écologistes de France. Des progrès restent à faire pour préserver les milieux aquatiques et terrestres. N'oublions pas que l'océan fournit plus de 40% de l'oxygène de la Terre et régule le climat et que les masses d'eau terrestres, elles aussi, sont importantes. Préserver les équilibres fragiles des écosystèmes terrestres et leur diversité est aussi important car la plupart des espèces rendent aussi des services à la vie humaine. Alors, aujourd'hui dans le clin d'œil culture, je vous recommande le jeu Echo sur la plateforme Steam. Il n'est pas gratuit, mais 30 €, c'est tout de même moins cher qu'un jeu sur Switch. Ce jeu collaboratif consiste à construire une civilisation en harmonie avec l'environnement. Y maintenir l'équilibre n'est pas facile tant la simulation est poussée. Ensuite, un jeu de plateau, Freshwater Fly. Parcourez le monde pour être expert en pêche. Prenez garde à choisir les bons poissons pour remplir vos objectifs personnels. Créez vos propres tactiques pour renverser vos adversaires dans les différents cours d'eau. Mêlez les objectifs personnels et communs pour avoir le maximum de points et écraser vos adversaires. Un jeu vidéo, Real World Fly Fishing, simule la pêche à la mouche et il est édité par Pishtech. Avec 475 lieux de pêche sur 24 lacs et rivières différents, c'est l'expérience de la pêche la plus réaliste du marché et ça vaut toujours mieux que d'aller pêcher en vrai, pour les poissons en tout cas. Pour les plus jeunes, vous pouvez aussi chasser les chasseurs dans le jeu de plateau Chasse aux chasseurs qui s'appelle Stop de Stroppers en néerlandais. C'est à partir de 8 ans, un petit jeu rapide et captivant où vous devrez gérer vos déplacements, faire preuve de stratégie pour protéger la forêt et les animaux des braconniers. Un film, Seaspiracy, qui est sorti en 2021, qui décrit l'impact de l'homme sur la vie marine. Il enquête sur l'industrie de la pêche et ses côtés extrêmement néfastes pour l'écosystème marin, ainsi que pour la terre en général. C'est aussi une critique qui dénonce l'impuissance des organisations pour lutter contre les excès et les dérives. Un documentaire palpitant pour découvrir la face cachée de l'industrie de la pêche. Enfin, nous avons trouvé un certain nombre d'informations utiles et rigolotes dans la BD Mauvaise réputation de Gilles Macagno aux éditions Delachaux et Niestlé.
C'est maintenant l'heure de la Minute des réseaux. Sur Instagram, le site français de la biodiversité présente de splendides photos nous incitant à préserver la biodiversité sur Terre ou dans l'eau. Sur Twitter, le hashtag Un jour un chasseur révèle des abus et des accidents liés à la chasse consignés dans la presse et notamment dans Médiacité à Lille. Le célèbre journaliste écologiste Hugo Clément nous y confirme dans ses tweets qu'il existe bien un lobbying de la chasse qui utilise l'influence des politiciens pour récupérer des subventions qui auraient pu ou dû aller à l'environnement. On y apprend aussi que les balles perdues font des victimes jusque dans les jardins des particuliers. Attention, il y a des images choquantes. On vous recommande le Twitter de l'Ifremer, des actus sur les recherches menées par cet organisme, des présentations de projets et d'innovations, des concours, de belles images, des tweets de personnalités telles que Thomas Pesquet qui montrent l'importance de l'océan. Enfin, sur Pinterest, différents fonds d'écran sont proposés pour les passionnés de pêche. Attention, toutes les informations vues sur les réseaux sociaux peuvent être des fake news. Aujourd'hui, dans la Minute Branly, je vous rappelle que les ODD sont au nombre de 17 et définis par l'Agenda 2030 des Nations Unies, un programme universel pour le développement durable qui a pour ambition de transformer notre monde en éradiquant la pauvreté et les inégalités tout en assurant sa transition écologique et solidaire à l'horizon 2030. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la MDL, la Maison des lycéens. La notion d'ODD n'a pas forcément été à l'origine de l'association, mais on peut dire que le soutien apporté à certains projets peut rejoindre les objectifs 3, 4 et 5, autrement dit, le bien-être, l'éducation et l'égalité entre les sexes. Alors tout d'abord la MDL, donc c'est une association visant à toucher tous les lycéens du lycée Édouard Branly. Donc le but principal, c'est d'animer leur vie lycéenne à eux, que ce soit les externes ainsi que les internes. Je ne pourrais pas vous dire une date exacte d'ouverture sur l'association a plus de 15 ans. Elle date au moins de 2007. Voilà, c'est ça. Depuis 2 ans, je suis membre du conseil d'administration de la MDL et donc je participe aux animations qu'on propose. Alors je pense que d'abord, le but d'une MDL, que ce soit dans n'importe quel lycée, c'est de faire plaisir aux lycéens, en proposant de multiples activités. Et après, moi, pourquoi parce que je suis quelqu'un qui aime bien m'investir au sein d'associations, participer à la vie lycéenne. Qu'est-ce que vous faites, par exemple ? Là, on remonte petit à petit au niveau des événements et puis des sorties. Cette année, du coup, il me semble qu'il y a eu une petite sortie au cinéma. On propose en général quelques places aussi à tarif réduit pour les lycéens. Et puis, je sais qu'avant le Covid, ils faisaient de nombreuses sorties, que ce soit Futuroscope ou des plus grosses sorties. Après, en termes d'événements, la MDL propose des soirées pour les internes avant de partir en vacances. Les adhérents de la MDL, eux, cotisent. Ils ont une cotisation par an pour avoir accès à plusieurs activités, sachant qu'à la MDL, on propose le billard, le baby-foot et éventuellement avoir accès à ce studio de radio aussi. Alors les clubs, ça va être remis en place dès l'année prochaine. On y regarde en ce moment, comme un club dessin, un club... je sais qu'à un moment donné, il y avait un club théâtre. Il y a plusieurs clubs qui peuvent être mis en place. On a la salle musique qui est aussi disponible avec la cotisation. Et puis le but c'est que quand les élèves ont un temps de pause, ils viennent à la MDL se poser, faire des choses. Alors la MDL, elle a mis en place depuis quelques années déjà un bar. Et donc on propose différents sodas et café, chocolat chaud. Tous les matins, on a les viennoiseries aussi qui sont livrées par le boulanger. On propose un maximum de choses afin de faire plaisir à tout le monde. À des prix attractifs, j'imagine. Voilà, c'est ça. Si je devais donner un avis, c'est quand même plutôt positif, surtout sur le nombre de cotisations qu'il y a eu. Le but, c'est quand même de remettre en place plein d'événements. Mais derrière, c'est plutôt positif. Il y a quand même un projet qui est de rénover
une des salles de la MDL, qui est quand même assez ancienne. Sur Branly, bon, il y a quand même un peu plus de 1200 élèves. Et après, qui cotisent à la MDL, on est à peu près 500, voilà, entre 500 et 600 à cotiser. Après, les élèves qui ne cotisent pas, ça ne leur empêche pas de venir à la MDL, profiter du bar, tout ça. Mais c'est vrai que pour avoir accès au billard et au baby-foot, il faut être adhérent. Plus de sorties au cinéma, peut-être ça pourrait être bien aussi. Et puis après, derrière, le Futuroscope, c'est sympa aussi, pourquoi pas. Ou des descentes en canoë ou des choses comme ça. Ça pourrait être plein de choses qui pourraient être mises en place, quoi. Est-ce que vous réfléchissez aux ODD, aux objectifs de développement durable? Bon, on y réfléchit bien sûr, hein, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Tout le monde, on a mis en place les différentes poubelles de tri, ce qui est important, surtout quand on vend des canettes, des choses comme ça. Des objectifs de développement durable, c'est vrai que c'est quelque chose où on y réfléchit. Ça demande un peu de temps aussi et de préparation. Peut-être des actions ponctuelles, faire venir des intervenants, des choses comme ça. Complètement, voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. C'est la fin de l'émission. Les musiques vous ont été proposées par Magique Deluxe et auboutdufil.com. Les textes ont été écrits en collaboration avec toute l'équipe des animateurs et rédacteurs. Nous vous remercions de l'avoir écouté et nous vous encourageons à nous rejoindre à l'atelier radio. Vous pouvez réécouter cette émission sur Aux Ondes FM 99.7 et sur le site Aux Ondes FR comme les autres émissions de la radio. Si vous avez des idées sujets à nous soumettre pour les prochaines émissions ou que vous voulez réagir à notre émission, vous pouvez aller sur le Instagram, Twitter ou Facebook de la radio Aux Ondes FM. Au revoir et à bientôt pour la prochaine émission.